Bonjour Andrea Iacovella. Merci beaucoup. Nous sommes, comme on dit, au marché de la poésie, 41e édition. Nous sommes à Paris, juste à côté de Place Saint-Sulpice. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as fait depuis notre dernière rencontre dans la poésie en tant qu'éditeur? Ou en tant que poète aussi d'ailleurs, même si tu n'as pas publié. On continue donc à la rue Mort-Libre notre projet de développer un corpus très large. Et aujourd'hui, nous sommes à environ 60 titres par an de publiés. Depuis janvier 2023, nous avons structuré plusieurs marques éditoriales, mais qui sont toutes en fait de la société commerciale, disons, de la rue Mort-Libre. Et donc il y a les collections historiques de la rue Mort-Libre, il y a les collections Rumeur Édition, avec en particulier toute la poésie des langues d'Europe de l'Est, d'accord, des pays de l'Est. Les éditions Henry, donc, qui maintenant sont intégrées comme une marque éditoriale. Nous avons fait le travail juridique nécessaire pour acheter, non pas la société édition Henry, mais la marque éditoriale, donc en tant que telle. Donc voilà, donc aujourd'hui nous avons en fait un paysage de diverses marques et nous avons donc aujourd'hui 17 collections. Donc avec 10 directeurs de collection. Moi, je ne dirige que 2 de ces collections. D'accord, donc qui sont les collections historiques, mais les autres collections sont dirigées par des nouveaux directeurs. Voilà. Et sinon, l'écriture, je travaille toujours mon écriture, mais je reste volontairement discret, parce que je pense que ce travail d'éditeur, d'arriver à construire un corpus large qui permette de suivre l'actualité de la poésie dans ses divers registres de langue. Tu sais que je tiens beaucoup à ça, donc vraiment, il y a différentes façons d'investir la langue française avec différentes formes, et j'aime bien restituer en fait ça sous cette forme-là. Donc je préfère plutôt que si je publiais ma propre poésie aujourd'hui, ça viendrait un peu faire du bruit un peu dans tout ça, et donc je préfère en fait laisser l'initiative dans mon activité poésie en tant qu'éditeur, voilà, en tant que structurant un pôle avec un modèle économique, un modèle éditorial, etc. J'ai 71 ans, je suis presque au bout, on va dire, de mon passage depuis 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on a initié. Et donc ça progresse, le projet continue à progresser depuis 17 ans. C'est le même, alors on s'adapte au fil du temps, de l'actualité, des difficultés, des contraintes. Et qu'est-ce que tu penses à propos de l'intelligence artificielle, cette déshumanisation, etc. Alors, l'intelligence artificielle, je vais te donner. Alors, je viens de faire un séminaire sur les outils d'intelligence artificielle, alors que ce soit pour le texte, des outils pour l'image, des outils pour la musique, ce sont des outils différents. Le principe que je vais te donner, c'est le suivant. On sait que l'intelligence artificielle, par exemple, le chat GPT pour le texte, en fait, vient chercher donc dans ce qu'il a été engrangé comme texte. Et il va restituer quelque chose. Il va le restituer d'une certaine manière. Ce qui signifie que, en fait, on pourrait envisager, mais ça viendra, on pourrait envisager un autre robot qui viendra dire « Attention, ce poème-là, il a été écrit par le robot un tel ». Et donc, on entre là dans la dimension réellement du faux, le vrai faux. C'est-à-dire où des robots différents vont pouvoir dire « Ah, mais tiens, c'est le robot X qui il a plutôt tendance à utiliser le formalisme romantique, etc. Elle l'utilise de cette manière, on le trouve dans cette nuance-là, on sait qu'il rédige de cette forme-là. » Donc voilà. Et donc, je pense que plus ça va se développer, plus en fait on aura besoin de revenir à la lecture, à une lecture exigeante de ce que l'on lit, pour pouvoir déceler à l'intérieur d'un texte, comme on le fait déjà aujourd'hui quand il y a du plagiat. Même sans plagiat, même sans volonté de plagiat, il y a des auteurs qui sont influencés, et que lorsque tu les lis, tu dis, tiens, je vois bien que là, il y a une partie, c'est emprunté à des figures de Rimbaud, enfin, peu importe. Donc c'est assez banal, ça existe depuis toujours. Eh bien, dans le monde digital, on va avoir un monde parallèle dans lequel, en fait, ce sont des robots
qui vont se dénoncer ou qui vont trouver les uns les autres. Voilà, c'est un monde parallèle qui va être là comme ça. C'est ça pour moi l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun danger, rien, c'est simplement, ça va nous obliger à tenir compte qu'on a maintenant des nouvelles modalités et qu'il faut apprendre à les lire, à les identifier, ne pas se laisser abuser. Et tu ne penses pas qu'il n'y a pas un risque d'être esclave de l'intelligence artificielle alors qu'on a envisagé de l'esclaver? Non, je pense que les addictions, on va dire, les dépendances, les systèmes de dépendance ont toujours existé. Le tout est de savoir les identifier. Comme dans le plagiat, comme dans le plagiat non volontaire. Hein, je veux dire, dans les emprunts que font les auteurs, etc. Il y a une liberté qui est celle de dire... il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé en fait vraiment à faire de l'édition, on m'avait posé une question un peu analogue, mais sur un autre plan. C'est, d'après vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la poésie? Hein, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a toujours existé? Et j'avais vraiment répondu à ce moment-là en disant, en fait, la grande différence avec ce qui s'est passé avant, c'est qu'on a élaboré des tas de modèles, de méthodes, de formalisme en poésie, qu'aujourd'hui, le poète, il emprunte ce qu'il veut, il les mélange et il compose ce qu'il veut comme il l'entend. Alors qu'il y a encore quelques années, s'il transgressait cette règle, il était pointé du doigt en disant, voilà, tu fais ça, tu fais ça. Et j'ai dit non, à l'époque, non, c'était bon. Je suis donc très tôt, je me suis intéressé à la performance, au fait de donner des textes de vive voix dits par les auteurs. Et donc, j'avais dit, ben voilà, en fait, on le fait de manière extrêmement libre. Quand on emprunte un dispositif sonore, visuel, scénique, je dis, on le fait de manière extrêmement libre. Eh bien, dans l'écriture d'un poème, c'est exactement la même chose. On le fait de manière extrêmement libre. Je veux dire, c'est l'idée que ça puisse surgir du néant. D'abord, on n'a jamais existé en tant que tel, mais qu'on est dans une lecture. C'est plutôt le fait d'identifier ces formes et donc de mettre en relation ces formes avec le désir du poète. Voilà, c'est ça. Et on peut pardonner des tas de ce qui pourrait apparaître comme des faiblesses si le désir de création, si le désir du poète est sauf. C'est ça que l'on fait, en fait. C'est ça qui est le plus important. Voilà, un peu là. Et juste, dernier mot, la poésie, je pense qu'on en avait déjà... J'avais déjà donné l'image. Tu sais, pour moi, la poésie, c'est un peu c'est l'os qu'on se refile depuis le début du langage. C'est ce qu'on ne peut pas introjecter, c'est ce qu'on ne peut pas avaler. La poésie, en ce sens-là, est la chose la plus non consommable que l'homme a fait. On ne pourra jamais la consommer, on n'en pourra jamais venir à bout, parce qu'effectivement, c'est ce qui reste. C'est ce que le langage n'a pas pu introjecter. C'est ce qui reste. C'est cet adossement qu'on retrouve quand on fait des fouilles de sites préhistoriques où les gens sont venus là pendant des milliers d'années et tu as des tonnes et des tonnes vraiment. Je dis, mais le début du langage, il est là quelque part, dans un bout d'os là. Et en fait, la poésie, elle tient à ça. Tu as d'ailleurs un texte de la Genèse dans la Bible, la Genèse. Alors, hein, on parle de l'os de l'os. Il y a une expression dans la Genèse, à un moment donné, qui parle de l'os de l'os. Donc, alors en araméen, tu vois, donc il faut voir comment... Et il y a vraiment quelque chose vraiment de cet ordre-là pour moi, tu vois. Voilà. Je pense évidemment aux os de Sèche, hein, donc de la poésie italienne, donc de Montale et Ungaretti, par exemple, qui allaient aborder ces questions-là. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, la poésie... c'est vraiment l'os qu'on se refile et qu'on se refilera toujours. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus anti-consommable, non consommable. On ne fait, et c'est pour ça qu'on s'accroche. Parce qu'elle ne s'épuisera jamais. Elle nous survivra toujours. Tiens. Merci Andrea. Ah, on fait la lecture. Alors, le poème s'appelle Underground. Et il est dédié à Patrice, un ami de jeunesse. Nous avons parlé du temps passé, de notre tentative
de nous tenir debout par la poésie. Hier était la rupture, notre adieu à Vénissieux, un départ, un pays étrange, courbé par la pluie. Lyon, jeu de hasard, hors jeu de raison, j'ai eu envie de crever dans ces égouts surpeuplés de rats psychotiques qui dévoraient les yeux de Karl Marx. L'impertinence des néons pour éclairer la mort et se prosterner face à l'infinie propriété du territoire muet en chacun de nous. Désir de disparaître dans un horizon vertical, comme un sexe tendu au bleu du ciel. 10 années d'insolence. Le temps de Lyon fut un temps sans histoire, comme un arrêt de métro qui puait la manière, la gangrène et la galère. Ô amis, frères en poésie, l'avenir n'est plus qu'un souvenir suspendu dans le dos des poètes. Ombres inquiètes, nos paroles ont la liberté de la nausée des paumés et le regard apaisé des condamnés. Je voudrais parler, mon frère, parler bellement un langage à l'odeur de pisse et d'asphalte, d'une gare sans bagages, une gare ivre de métal et d'acier et laide comme le siècle. Merci beaucoup, Andrea.